J'ai l'honneur de vous présenter Mauricio Lacerato, qui, comme chacun le sait, je pense, est l'auteur d'importants ouvrages sur le sujet de la dette, mais il est aussi l'auteur d'une œuvre tout à fait foisonnante, philosophe et sociologue, membre fondateur de la revue Multitude. Il a publié sur des sujets extrêmement divers, allant de la pensée de Gabriel Tarde à celle de Marcel Duchamp, et donc, apparemment, en train de travailler sur un manuscrit sur le sujet de la guerre, après avoir abordé le travail, la biopolitique et évidemment la dette. Dans ces deux ouvrages que bien des gens ressentent plus, La fabrique de l'homme endetté, paru en 2011, et Gouverné par la dette, publié en 2014. Il y a aussi un livre en italien, Il governo dell'uomo in debito. C'est la même chose. C'est la traduction de celui-là. De celui-là? Ouais. Ah, bon, en tout cas, on se posait la question tout à l'heure, où figurait-il dans le diptyque ou possiblement le triptyque de vos ouvrages sur la dette? Non, je l'étais avec la dette. Ah, c'est fini? Ben, je vous y ramène, en tout cas. J'aimerais notamment, pour commencer la conversation, nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet-là, au problème de la dette, et entre autres, comment ce sujet s'enchaîne à vos précédents travaux sur vos recherches sur les intermittents du spectacle et sur la précarisation du travail. Ouais, mais effectivement, disons comme ça, l'origine de cette question sur la dette, bon, c'était une phrase dans un texte de Gilles Deleuze sur la post-scriptum sur la société de contrôle, donc 1990. Alors, il y avait cette phrase, l'homme n'est plus l'homme enfermé, c'est l'homme endetté, chose comme ça, hein, et c'est tout. Ah ben j'étais un peu surpris. J'étais un peu, c'était un choc, quoi. J'ai dit, peut-être là il y a quelque chose. Hein. Et donc, étant donné que je suivais Deleuze depuis longtemps, je savais qu'il avait c'est-à-dire que cette histoire, donc cet article de 1090, hein, en réalité c'est la conclusion d'un discours sur la dette qu'il avait commencé avec Nietzsche, le livre sur Nietzsche. Et qu'on retrouve pratiquement dans tous ces ouvrages, notamment dans l'Anti-Édipe, mais aussi dans Mille plateaux. Donc il y a dans toute l'œuvre c'était le seul philosophe qui traitait cette question de la dette de façon très importante. Donc voilà, étant donné que j'avais un faible pour Deleuze, et donc il y avait cette, disons comme ça, cette filon, cette suite là, cette filum machinique qui venait de là-bas. L'autre c'était avec les intermittents du spectacle. Effectivement, moi j'ai travaillé depuis longtemps, j'étais à l'origine à la fondation de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Avant, c'était un petit collectif qui s'appelait Précaires Associés de Paris. Donc j'étais là depuis le début parce que ça m'intéressait cette question des nouvelles formes de travail et tout ça. Donc j'ai travaillé longtemps avec les intermittents. Et travaillant avec les intermittents est sorti, pendant les discussions, on est revenu quelquefois sur cette question de la dette, hein, de la dette, du rapport de dette. C'était sous les formes de financement de l'assurance chômage, hein, qu'elle allait chercher, c'était privatisé, la forme du financement, une partie venait du marché. Alors c'était amusant l'idée qu'effectivement, que l'assurance chômage aille chercher pour financer les chômeurs. Alors je me suis intéressé aussi à ce mécanisme. Et en même temps, il y avait la crise qui était en train de naître. Et donc, voilà, je me suis intéressé à cette question de la dette. Mais dans vos ouvrages, on sent qu'il y a une articulation théorique, analytique du travail et de la dette. Et vous avancez notamment l'idée qu'il y aurait en quelque sorte une espèce de déplacement de l'axe principal de l'exploitation sous le régime capitaliste. Traditionnellement, dans le capitalisme industriel, l'exploitation passait par le travail, mais aujourd'hui, dans la société du capitalisme financiarisé, la dette serait devenue un nouveau moyen d'extorsion de la plus-value, qui secondariserait possiblement même le travail. Hein. Donc, selon vous, c'est quoi le rapport continu ou discontinu entre ces deux formes d'exploitation, celle du travail et celle de la dette? Oui. Diriez-vous, par exemple, que en fait, l'endettement des individus serait en quelque sorte un outil qui renforcerait la discipline du travail et le contrôle social, puisqu'au fond, puisqu'il faut
pour pouvoir rembourser, il faut bien travailler, ou bien, véritablement, s'agit-il d'un nouveau type d'exploitation? Non, disons comme ça, il y avait deux formulations qui étaient un peu mélangées, un peu confuses dans les premiers livres que j'ai écrits sur la dette, donc c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un déplacement de l'exploitation capitaliste du travail à la dette, mais il y en avait une autre hein, dedans qui était un peu cachée, qui n'était pas très claire, que maintenant je pourrais expliciter beaucoup mieux, et c'était qu'effectivement, disons comme ça, les flux les plus déterritorialisés du capital sont, et il était déjà dans l'homme endetté, la dette, donc les crédits, si vous voulez, pas la dette, les crédits, la monnaie des crédits et la guerre. Sont des flux qu'on trouve déjà chez Marx dans l'accumulation primitive où il n'y a pas encore l'organisation du travail. Il y a deux flux qui structurent et déstructurent complètement l'économie monde, et ça c'est important, l'économie monde, c'est-à-dire à niveau de l'économie monde, hein, les flux, disons comme ça, stratégiques, c'est la monnaie de crédit et la guerre. Et donc là c'était une autre une lecture qui maintenant il faudrait que je croise avec ce que vous venez de dire. Alors en réalité, disons même historiquement, il y a eu une espèce de malentendu sur la lecture peut-être de l'histoire du capitalisme, hein, parce qu'effectivement, à partir de 1860-70, donc au moment où Marx était en train de finir sa vie, c'était déjà installé l'hégémonie du capital financier. Hein? C'est pas une nouveauté maintenant. Hein? Disons que ça, il y a une première hégémonie du capital financier, dont rendent compte Lénine par exemple, hein, mais Hobson, l'auteur anglais sur l'impérialisme que Lénine a beaucoup utilisé, Hilferding, c'est-à-dire entre la fin du 19e, à partir de 1860-70, hein, jusqu'à la Première Guerre mondiale, hein, l'hégémonie, le capital, c'est un capital financier. Hein. Une grande partie des revenus de la France et de l'Angleterre à cette époque vient de la finance, vient de la rente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps qu'il y a l'organisation du travail, hein, mais ça n'empêche pas les deux choses, hein, elles vont ensemble. Et donc, mais je répète, hein, Hobson l'explique très bien, mais même plein d'autres gens qui ont travaillé. Donc, seulement qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement que le capital financier, étant donné que c'est un capital, disons comme ça, la forme la plus abstraite du capital, c'est le capital financier. Qu'est-ce que ça veut dire la forme la plus abstraite, la plus déterritorialisée? Ça veut dire que c'est la caractéristique de l'illimité de l'accumulation se trouve dans la forme argent, dans les crédits. Et là, effectivement, le capital financier a cette tendance à porter à la limite ce discours sur l'illimité, de le pousser plus loin. Mais il a poussé tellement loin pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la peine de le construire, qu'il a poussé à cet affrontement entre impérialistes, hein, donc la Première Guerre mondiale, la crise de 29. Il y a eu une crise financière avant 1907, donc c'était déjà, vous voyez, on était déjà, et la crise financière de 1907 qui venait des États-Unis, c'est une crise très importante, donc il y avait déjà cette dynamique. Mais dynamique qui a débouché sur une catastrophe. Hein, et là, il y a eu une espèce de blocage du capital financier, parce que le capital risquait de disparaître. Hein. Keynes arrive, fait ce discours sur l'euthanasie du rentier, c'est effectivement comment essayer de contrôler cette dynamique. Hein. Ils y arrivent pour des questions politiques que c'est pas la peine mais qui se développent toutes de la première moitié du XXe siècle, première et deuxième guerre mondiale. Et disons comme ça, et après on a l'impression que cette contrôle, cette réduction du capital financier à être ce que les économistes racontent, hein, à être la forme de financement de l'industrie. En réalité, il n'a jamais été comme ça. C'est la forme la plus abstraite, la plus déterminée du capital. Hein. Et donc là, ils ont réussi pendant une brève période à les rendre pour différentes questions, hein, qui sont surtout politiques, à mon avis,
ils ont réussi à le mettre dans sa fonction que l'économiste définisse justement comme financement de l'industrie. Mais dès que les rapports de force se sont modifiés, à la fin des 30 Glorieuses, le capital est revenu à sa forme de la fin du 19e. Il a repris fondamentalement Et donc il y a une séquence trompeuse de certaine façon. Il faut penser différemment le rapport entre capital et travail. Évidemment, et là il y a une deuxième financiarisation si vous voulez. Une deuxième financiarisation, ça veut dire une deuxième politique du crédit, une deuxième politique de la dette. Elle est différente de la première. Dans quel sens? Comment? Dans quel sens? Parce qu'il y avait encore, à la fin du 19e et jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait un rapport entre capital financier et capital industriel qui était très différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le capital financier a complètement reconfiguré l'ensemble du capital industriel, du capital commercial, du welfare et tout ça. Ce qu'il n'avait pas fait à l'époque. Il y avait encore une certaine autonomie, si vous voulez, du capital industriel par rapport au capital financier et surtout la fonction de l'État. Aujourd'hui, il y a une financiarisation qui est beaucoup plus poussée, qui a reconfiguré la façon d'organiser l'entreprise, la comptabilité de l'entreprise, a complètement configuré la façon d'organiser le welfare, la comptabilité et le welfare, sont tous finalisés pour déboucher sur l'enrichissement des créanciers, des créditeurs, je veux dire. Donc, cette histoire du capitalisme, il faudrait la réécrire, à mon avis, de façon un peu différente. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a repris l'analyse, par exemple, du capitalisme, c'est comme toute cette histoire sur le capitalisme financier dont j'ai brièvement raconté, n'existait pas. On a repris comme si on était encore à la période de la grande industrie de Marx. Le capital financier va venir après. En réalité, ce qu'on a vu à partir des années 70, dès que le rapport de force a changé, le rapport de force était déterminé fondamentalement, à mon avis, parce qu'il y avait l'Union soviétique, il y avait le communisme, il y avait ça. C'était ce type de rapport de force-là qui avait bloqué le capital financier, pas autre chose. Et là, ils sont revenus à, disons comme ça, que la dynamique du capital a repris complètement. Le capital a été libéré. Libéralisation, c'est libérer le capital. On a libéré le capital financier. C'est le capital financier qui a été libéralisé. Libérer, ça veut dire redonner sa caractéristique, et c'est celle de l'accumulation sans limite. Donc, au fond, la période contemporaine est un retour à l'essence du capitalisme financier qui était déjà affirmé, déjà hégémonique à la fin du 19e siècle. Néanmoins, il y a une particularité à notre époque qui est aussi la gouvernementalité néolibérale. En sus de la financiarisation du capitalisme, il y a aussi cette manière de problématiser la société, de la gérer, qui se traduit notamment par le recul de ces dispositifs qui étaient ceux de l'État-providence. On sait que, justement, le désengagement de l'État dans la provision des services publics, notamment ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme de cette façon-là, est un facteur important d'endettement des particuliers. Donc, et tout ça mène à réfléchir au fait que le néolibéralisme, tant dans sa variante financiarisation, ou retour à une financiarisation du capital, que dans sa variante désengagement de l'État, n'est pas une évolution endogène de l'économie, mais véritablement une initiative de type politique. Vous parlez de rapport de force qui aurait changé dans les années 60. Donc, comment on peut analyser cette politique-là, en fait Mais là, il y a un rapport. Ce qui a changé fondamentalement, c'est le rapport par rapport l'État. C'est la fonction de l'État qui a complètement changé. Je pense. Et la fonction du système politique en général qui s'est modifiée. Le welfare state aussi. Là, il faudrait faire un très long discours. Alors, c'est un peu compliqué, mais disons comme ça que moi je pense. Mais c'est très discutable. Ma thèse,
ce serait que pendant les deux guerres mondiales, commence un processus qu'on peut appeler que l'appropriation se constitue une machine de guerre du capital qui va s'approprier de l'État et de la guerre et va complètement reconfigurer ces deux rapports. Elle va prendre, voilà, l'État devient une des composantes de cette machine de guerre. C'est un processus qui a commencé pendant la Première Guerre mondiale, mais qu'on va le voir aboutir seulement avec le néolibéralisme. Là, l'État, effectivement, devient une des composantes. C'est pas qu'il disparaisse. C'est pas question que l'État, les libéraux sont contre l'État. Ils le disent comme ça juste pour que, dans le débat public, pour faire un peu de... Mais en réalité, c'est absolument indispensable avoir l'État comme un outil. C'est bon, c'est un État qui est devenu un des composants de cette machine de guerre du capital. Donc, ça, c'est un changement radical. Le deuxième, c'est le welfare state. Le welfare state, c'est un point de vue très important. Et là, il faudrait faire un autre discours. Pourquoi le welfare state, en réalité, il a deux origines. Et ça aussi, une vient, comme dit Evald par exemple, elle est liée effectivement au travail, au risque lié au travail. Donc l'origine elle est liée à la production. Mais il y a une autre origine qu'on trouve, elle est liée à la guerre fondamentalement. C'est ça, c'est un problème. Là, il faut réintroduire la guerre dans les rapports du capital pour comprendre ce qui se passe en général. Si on met la guerre dehors, c'est très compliqué de comprendre. C'est toujours ces flux les plus abstraits, à mon avis, les plus déterritorialisants qui sont la monnaie, les crédits et la guerre, doivent être toujours à l'intérieur. Il faudrait réécrire le capital de Karl Marx, il faudrait recommencer, il faudrait écrire de façon différente, il faudrait mettre dedans la guerre et l'État, depuis le début, et pas de façon très liée à l'économie politique, le capital de Marx. Il faudrait, si on voulait l'écrire maintenant, moi je ne suis pas capable, il faudrait réintroduire ces deux éléments. Et là, le welfare state, une origine vient du travail, mais l'autre vient de la guerre. C'est de cette mobilisation énorme qu'il y a eu pendant les deux guerres mondiales. 60 millions de conscrits. Et l'effet et la mobilisation générale qu'il y a eu pendant les deux guerres mondiales. Parce que nous, par exemple, en Italie, on va considérer la subordination de la société à la production. Elle a lieu des années 60 et avec le post-Fordisme. En réalité, elle a eu lieu pendant les deux guerres mondiales. La première guerre mondiale, c'est la subordination, la mobilisation, c'est la mobilisation de toute la société. C'est la population dans son ensemble qui est mobilisée pour la production ou pour la destruction. C'est pareil, c'est pour l'économie de guerre. Et donc là, effectivement, il y a un problème. Ce qui est mobilisé, ce n'est pas seulement le travail, c'est la population dans son ensemble. La population dans son ensemble est finalisée à l'économie de guerre. Ça, on l'a eu pendant... Et là, on a effectivement, pour la première fois, l'identité de travail-population, mais aussi de production et destruction. Et ça, c'est pas compliqué à voir. Donc, le welfare naît aussi de cette façon-là. Le welfare, c'est pas seulement le New Deal. Le welfare, c'est aussi le nazisme, c'est aussi le fascisme. Si vous lisez Kalecki, donc un marxiste, donc, disons comme ça. C'était un marxiste dont la référence était Rosa Luxemburg, c'était comment ça s'appelle, un Polonais, juif. Et lui a écrit des textes absolument fondamentaux qu'il faudrait relire effectivement sur la formation, sur le rapport entre dépenses publiques, welfare et nazisme. Il a écrit des choses absolument fondamentales là-dedans, sur ça. Et sur les crédits. Parce que là, c'est toujours le problème du crédit. Le crédit est toujours dedans et fonctionne toujours. Voilà, le problème de la dette est déjà là. Donc, il y a cette question sur les welfare qui se constitue en réalité avant la Deuxième Guerre mondiale. Il est déjà constitué en Italie
en Allemagne, aux États-Unis. Et d'ailleurs, ils se copient entre eux. Hein. Ils sont très. Les Américains et les Anglais sont très admiratifs par rapport au fascisme italien, hein, par rapport au welfare italien. Donc, disons comme ça, les welfares les plus développés et les plus aboutis, c'est les welfares nazistes. Hein. Et donc, voilà, et donc là, on a un phénomène, et pendant cette époque, la moitié pratiquement de la richesse, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, passe par les welfares. Hein. La moitié de la richesse produite dans un pays passe par les welfares. Comme disait Carl Schmitt, ça devient un butin de guerre. Donc, effectivement, les néolibéraux, dès qu'ils ont pu, hein, ils se sont jetés dessus, voilà, comme des requins. Voilà, donc, c'est pas compliqué, hein. Si vous lisez un texte de Carl Schmitt de la deuxième, tout aussi après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la fondation, donc par les ordres libéraux de l'État allemand, il dit effectivement le welfare, donc l'État social, le welfare, ça va être un enjeu politique. Hein. Et donc voilà, je pense que voilà. Un butin de guerre d'autant plus précieux et important que, en fait, en s'en l'appropriant, les néolibéraux aussi, évidemment, avec ce retrait de l'État-providence qui conduit dans des situations très concrètes à ce que les gens, pour pouvoir accéder aux biens fondamentaux, enfin, à l'éducation, la santé, le logement, etc., doivent aujourd'hui s'endetter du fait du retrait de l'État-providence, donc c'est un double butin d'une certaine façon, puisque ceux qui se le sont appropriés ont réussi en même temps à endetter la population. Oui, mais la dette à ce moment-là, il faut la comprendre vraiment comme une arme stratégique, c'est-à-dire le commandement de ce processus néolibéral, donc mondialisation, réorganisation de la vision internationale du travail, hein, politique et welfare, hein, ce que vous venez de dire, l'arme stratégique, c'est le crédit. Mais là, il avait déjà dit, le capital collectif, ce sont les banques. Hein. Il avait déjà dit, ce petit livre qui s'appelle L'impérialisme, c'est encore un livre qu'il faudrait lire encore aujourd'hui. Hein. C'est Impérialisme, stade suprême du capitalisme, il est encore bon de ce point de vue. Hein. Il dit effectivement, Marx, de cette façon, l'avait déjà vu, effectivement. Le lieu stratégique du capital, c'est le crédit, c'est la dette. Hein. Et c'est là qu'on va organiser et réorganiser. Et c'est là que s'est fait la réorganisation, la mondialisation s'est faite à ce moment-là. Et donc, d'une certaine façon, pour revenir à ce que j'ai dit au début, effectivement, il y a eu un déplacement par rapport aux années 60, ça c'est sûr. Hein, il y a eu un déplacement. Mais par rapport à l'histoire du capitalisme, non. Il y a une continuité, disons comme ça. Après la rupture qui a été représentée par le XXe siècle. Hein, mais on revient. Donc il y a rupture et continuité, si vous voulez. L'un des intérêts de l'approche que vous développez dans vos ouvrages, et en particulier dans le premier, je pense, c'est que à travers l'analyse de ces transformations structurelles ou de ces continuités structurelles dans la dynamique du capitalisme, vous mettez l'accent sur la dimension subjective qui en constitue le support. Alors, finalement, c'est cette fabrique de l'homme endetté, comme vous avez intitulé votre premier ouvrage. Au fond, l'homme endetté, c'est la personnification de la finance, c'est la réalisation de ce que vous appelez l'axiomatique du capital, l'accumulation illimitée du capital. C'est intéressant parce que, au fond, vous vous inscrivez là dans une tradition de pensée qu'on pourrait faire facilement remonter à Max Weber, hein, qui passe aussi par Michel Foucault. C'est de trouver le type humain, le type subjectif qui correspond à certains modes de gouvernement de l'économie et de l'économie politique. En ce qui concerne le néolibéralisme, Foucault considérait que le type subjectif qu'on était appelé à devenir, en quelque sorte, c'était l'entrepreneur de soi-même. Et l'entrepreneur, en fait, un entrepreneur prudent saurait faire usage prudent du crédit. Donc, en fait, dans la vulgate néolibérale, en quelque sorte, il y a une espèce de côté tout à fait rationnel à la nécessité de s'endetter. C'est ce qui permet d'accumuler, au bout de compte, son capital humain et donc de tirer des bénéfices comme ça de ce qui, autrement, pourrait nous apparaître comme une forme d'exploitation. Qu'est-ce que vous répondriez à cet argument qui veut que contracter des dettes, finalement, c'est un instrument positif qui permet, comme ça, de maximiser son capital humain et qui, finalement, fait du crédit un moyen librement choisi d'accéder à l'autonomie?
Mais c'est l'histoire même des derniers 40 ans qui va démentir cette... Si on regarde ce qui se passe avec les étudiants aux États-Unis, maintenant il y a un problème parce que les gens arrivent à 60 ans, donc ils sont à la retraite, ils n'ont pas encore terminé de rembourser les crédits qui sont ouverts pour pouvoir accéder à l'université. Non, c'est au contraire, mais je pense que c'est effectivement une arme, c'est pas... Disons comme ça, d'abord, non, par rapport à Foucault, je pense que Foucault, l'analyse du libéralisme, pour être très gentil, disons comme ça, elle est tronquée, il lui manque un bout, pour être très gentil. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération, il n'y a jamais question de la monnaie, du crédit, c'est quand même étonnant, non? Donc voilà, il reste très lié à cette façon de l'ordre-libéralisme allemand, parce que ça vient fondamentalement de là, et après de l'ordre del néolibéralisme, mais à ses débuts. Mais il n'a jamais pigé que le problème fondamental c'était la monnaie. Il n'y a même pas les termes dans le sens de la biopolitique, si vous voyez dedans. Il n'y a jamais cette question de la monnaie, donc du crédit. Mais là, c'est un défaut. Il avait bien lu le premier livre du Capital, parce qu'une partie de ces théories sur la discipline vient du premier livre du Capital, mais il n'a pas lu les autres. Surtout, voilà. Et donc, à mon avis, surtout le deuxième et le troisième, où le capitalisme, les cycles généraux du capital, pas seulement la production. C'est ça qui manque, je pense, de Foucault, et il lui faut dire des choses qui, en partie, sont très fausses. Alors, par contre, il a saisi cette histoire de l'entrepreneur de soi. Mais je ne sais pas, moi je pense que par contre l'histoire de l'homme endetté, ça peut être ou un complément ou même une chose qui pourrait remplacer l'entrepreneur de soi. Parce qu'effectivement, l'entrepreneur de soi, en réalité, c'est un discours qui est finalement s'est révélé très idéologique à la fin. Entendu, mais qui est encore très opérant. Oui, très, très, très opérant, mais de moins en moins justement. Dès que, au fur et à mesure qu'il monte, c'était très opérant dans les années 80-90. Aujourd'hui, je pense qu'il soit moins opérant. Il était très opérant dans la phase, disons comme ça, expansive du crédit. Il y avait, on disait, si vous vous rappelez, il n'y aura même plus de crise. Il y avait cette illusion du capitalisme qu'il avait dépassé même la crise. Donc là, effectivement, chacun, tout pouvait s'enrichir. Enrichissez-vous, et tout le monde peut s'enrichir, et tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais c'est toujours la même histoire. Le capitalisme commence toujours comme ça. Il a toujours cette phase expansive. Et le problème, c'est que cette expansion, il faut qu'elle continue à l'infini, il ne peut pas s'arrêter. Dès qu'elle s'arrête, comme elle s'est arrêtée avec le subprime, là, ça s'écroule les mécanismes. Alors, on a essayé effectivement de faire croire que tout le monde est entrepreneur de soi. On l'a travaillé, par exemple, avec les intermittents, c'était très, très intéressant avec les intermittents du spectacle. Donc, les intermittents, il y avait des dons, il y avait des permanences qu'on faisait chaque lundi, où il venait pas seulement les intermittents, venaient les précaires, les gens qui avaient RSA. Et là, c'était très compliqué d'expliquer à tous ces gens-là qu'ils étaient entrepreneurs de soi. Effectivement, à mon avis, moi je pense qu'il y a eu, comme je disais dans le livre, c'est que cette idée, ou disons comme ça, cette représentation qui était dans les années 80-90, s'est renversée dans l'histoire de l'homme endetté plutôt. C'est ça la réalité, je pense, aujourd'hui. Alors, je l'ai fait seulement pour essayer de libérer moi-même et les autres que je connaissais un peu, dont les intermittents de cette idéologie de l'entrepreneur de soi, et donc j'ai fait cet effort. Mais je ne pense pas qu'il soit une catégorie politique généralisable sur laquelle on puisse faire l'évier pour... Ça, je suis moins convaincu. Vous montriez, en vous inspirant de Nietzsche, que le crédit est une forme de technologie morale. Puisqu'au bout du compte, dans la relation du créditeur et de débiteur, il y a cette inculcation d'une mémoire qui est la condition aussi de la faculté de pouvoir faire des promesses, et notamment celle de rembourser, bien entendu. Et donc, il y a quelque chose
d'extrêmement prégnant à cette morale du crédit, dont en fait vous dites un peu à la manière de Nietzsche qu'elle serait en quelque sorte fondatrice de l'ordre social en tant qu'il est un ordre asymétrique, un ordre de domination. Si on regarde la culture économique contemporaine, et notamment en Amérique du Nord, où l'usage du crédit est quand même beaucoup plus répandu qu'ici, j'entends que le crédit à la consommation notamment est parfaitement banalisé. En fait, cette banalisation du crédit aujourd'hui, est-ce que vous paraît relativiser la morale de la dette, ou au contraire, est-ce qu'elle l'accroît d'une certaine façon en la rendant beaucoup plus implicite qu'à l'époque où effectivement l'engagement moral à rembourser était véritablement une question de fierté personnelle? Non, moi je pense que c'est une question politique. Moi je ne connais pas bien les États-Unis parce que je ne peux pas y aller, mais si on regarde en Europe, ce qui s'est passé cet été avec les Grecs, c'est un événement politique majeur. Eux, ils ne croient pas à cette histoire qu'il faut rembourser. Là, c'est pas une question de morale, là, c'est un enjeu politique, ils ont reconnu. C'est-à-dire, cette morale fonctionne du moment où il n'y a pas de rupture politique. S'il y a des ruptures politiques comme en Grèce, là, par contre, la morale, cette morale-là ne fonctionne plus. Il y a une morale, là, on va émerger un autre type de questions. On a un affrontement entre créanciers et débiteurs. Il y a un affrontement politique. On ne se pose pas la question il faut rembourser ou il ne faut pas rembourser. Le remboursement, c'est une forme de subordination politique. Là, c'était évident. Il y a un affrontement qui a été violent. Je viens de lire un livre de deux colonels chinois qui ont fait un livre qui s'appelle La guerre hors limite. Pendant tous les livres, ils prennent comme référence la crise financière qui s'est passée en Indonésie et en Thaïlande. Et leur théorie, c'est qu'on est sorti du modèle de la guerre industrielle, donc de la guerre, et on est rentré dans un autre modèle de la guerre où il n'y a pas de différence entre armes militaires et armes non militaires. Et ils prennent comme armes non militaires toujours la finance. Pour eux, la finance, peut détruire un pays. Exactement comme l'Irak. Donc, ce sont deux colonels chinois, je trouve suffisamment intelligents et préparés sur cette histoire, mais ce qui s'est passé en Grèce, c'est ça. Et donc là, quand on arrive à ce niveau-là, la morale de la dette ne fonctionne pas. Elle fonctionne seulement quand on est assujetti à ce discours. Mais quand vous arrivez à faire émerger les problèmes politiques qu'il y a derrière la dette, c'est-à-dire le mécanisme réel de domination, ben c'est ça fondamentalement qui fonctionne. Dans ce moment de rupture politique, émergent les projets politiques qu'il y a derrière la dette et derrière les crédits. Et à ce moment-là, vous pouvez vous opposer, vous pouvez perdre ou gagner. Les Grecs, malheureusement, ont perdu pour différentes raisons, mais ils ont posé les questions. Ils ont posé la question pour tout le monde. Je voulais vous interroger sur le cas de la Grèce, parce que en 2014, donc avant l'élection de Syriza, vous écriviez, et je vous cite, que la Grèce pourrait bien représenter l'avenir de nos démocraties. Fin de la citation. Cela pourquoi? Parce qu'au fond, la population grecque avait le courage de résister aux dictats de ses créanciers. Oui, non, mais j'avais pris une phrase de Guattari que j'avais trouvée, qui était très marrante, je pense qu'elle était. La Grèce, c'est le mauvais. Donc, c'est un texte. J'ai trouvé une interview de Guattari, je sais pas, 92. Il dit: la Grèce, c'est le mauvais élève de l'Europe, c'est toute sa qualité. Heureusement qu'il y a des mauvais élèves comme la Grèce qui portent la complexité, qui portent un refus d'une certaine normalisation germano-française. Allez, continuez à être des mauvais élèves et nous resterons de bons amis. Ils sont encore mauvais élèves, mais il y a quelque chose quand même de très désarmant. Je pense que plusieurs d'entre nous ont eu un élan d'enthousiasme en voyant Syriza être porté au pouvoir et ont applaudi les résultats du référendum avant de subir un désenchantement radical. Du compte, la question que je vous pose, c'est au vu de cet exemple-là où la démocratie, le peuple qui s'exprime par voie de référendum, s'aplatit complètement contre la logique de faire de ses créditeurs, que peut encore la démocratie aujourd'hui face au pouvoir des créanciers? Et encore là, par rapport au cas grec, que peut l'État également
il y a un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui qui se font critique de l'Europe néolibérale et qui proposent qu'on se replie sur les frontières nationales. Que peut l'État et l'État démocratique face à la finance transnationale, en fait, hein? Ben, pas grand-chose, parce que l'État démocratique est déjà pris, comme j'ai dit tout à l'heure, mon hypothèse, c'est qu'effectivement, la machine de guerre du capital se construit en s'appropriant de la fonction étatique et de la fonction de la guerre. Donc, on reste sur la question de l'État. Là, c'était parce que c'est même pas l'État qui est en jeu dans la question de la Grèce, donc la question du crédit. Ce sont des structures supranationales, l'FMI, la Banque européenne, l'Europe, et l'institution, entre guillemets, qui a géré ça, elle est clandestine, parce qu'elle n'existe pas, elle est dans un compte traité. Et donc, c'est pas l'État qui est en jeu dans cette question-là. C'est une dynamique, où cette structure, cette machine qui comprend des institutions, des États, des institutions multinationales, supranationales, et non étatiques, ces structures complexes, c'est ça qui a géré l'affrontement en Grèce. Et donc là, on n'est plus même on est au-delà de l'État de certaine façon, parce qu'ils n'ont pas répondu, ils répondaient ni au peuple européen, ni à l'État. Ils rendaient compte seulement au système international de la finance. Et donc le peuple grec s'est trouvé confronté à une dimension nouvelle d'organisation de la mondialisation. Et on la voit, encore une fois, on la voit de façon très claire, toujours autour de la monnaie. C'est la monnaie qu'on voit les choses les plus claires qu'on voit dans le capitalisme, on les voit autour de la monnaie. Et la monnaie, elle a sécrété une forme institutionnelle, donc des États de niveau supranational, de niveau multinational, de niveau non étatique, qui est très intéressant à analyser. Mais il n'y a rien à attendre de l'État démocratique, je ne pense pas. Au moins, comme il est. Voilà, on est passé de l'urgence économique en Grèce à l'urgence politique aujourd'hui. Voilà, je ne pense pas que l'État démocratique en tant que tel puisse être un rempart avec ce qui se passe. D'ailleurs, tous les processus de libéralisation du crédit passent par l'État. Ils sont passés par l'État, ils ne viennent pas d'ailleurs. Il est complice dans son propre. Non, c'est pas peut-être qu'il est complice. Il y a à l'intérieur il y a une bataille politique à l'intérieur entre l'élite qui était plutôt favorable au keynésisme et l'élite qui était favorable au néolibéralisme. C'est une bataille politique qui a été gagnée par les gens, par les néolibéraux, à l'intérieur. Donc, c'est pas une question de complicité. C'est qu'effectivement, ça se produit comme ça, je pense. Une dernière petite question, peut-être avant de ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle. Bon, le mot dette est quand même très polysémique, et notamment parce que on utilise ce mot pour parler de la dette publique, mais aussi de l'endettement des particuliers. Et bon, j'aurais voulu vous questionner sur le rapport qu'on peut tracer entre dette publique et dette privée, mais puisqu'on a déjà abordé le thème de la résistance à l'empire de la finance, pour le dire ainsi, je voudrais vous ramener peut-être à la manière dont on peut envisager une résistance en tant que débiteur, en tant que particulier débiteur. Dans le panel qui a eu lieu juste avant, on nous a présenté notamment divers cas de mouvements de débiteurs, soit au Mexique, en Espagne ou aux États-Unis. Un élément qui m'a interpellé dans un très court texte de Silvia Federici est qu'elle articule la différence entre ce que pouvait être le mouvement ouvrier et le mouvement des endettés à partir de la condition concrète de l'exploitation. Autrement dit, le travail en usine est une expérience collective qui se donne immédiatement collective et qui donc finalement peut de manière assez facile se politiser à partir de cet être ensemble des ouvriers. La dette, au contraire, est une condition d'isolement. Et c'est, au bout du compte, la vie elle-même qui est prise dans les rouages de l'accumulation du capital, mais ça à partir de situations qui sont difficilement mises en partage. Donc, quant à la possibilité de mouvement de résistance qui partirait du grassroots, si vous voulez, des débiteurs en tant qu'individus, en tant qu'ils sont assujettis à ce statut, interpellés comme débiteurs,
quelle sorte d'expérience pourrait permettre l'émergence de mouvements sociaux, et au bout du compte, quelle sorte de véhicule également permettrait à cette mobilisation éventuelle de pouvoir s'en prendre effectivement et contrer effectivement l'hégémonie du capital financier, selon vous? Disons qu'il y a un certain type de retard sur cette histoire, étant donné que les formes d'organisation des résistances venaient du mouvement ouvrier, donc de l'usine fondamentalement, on n'a pas beaucoup d'exemples sur ce terrain. Hein. Mais quand même, depuis 20 ans, il y a des choses qui se sont produites. Hein. Le mouvement d'étudiants au Chili, par exemple, hein, c'est très important. Le mouvement au Québec aussi. Et donc, sous l'effet que pour aller étudier, il faut s'endetter. Hein. Au Chili, c'était un mouvement très important, mais aussi au Québec, non? C'était mais ce qui s'est produit en Europe, ce qui s'est produit en Europe avec la Grèce d'un côté, l'Espagne de l'autre, l'Italie non, l'Italie n'a pas bougé, mais ce qui s'est passé en Europe, dans les pays du Sud, c'est important, je trouve. Hein. Même si, pour l'instant, on n'arrive pas à déterminer des formes d'organisation, je ne pense pas que soit la dette en tant que telle qui va déclencher les formes d'organisation. Mais disons comme ça se produit des choses importantes. C'est que la Grèce a vécu, et ce qu'on a vécu nous, en regardant ce qui s'est passé en Grèce, à mon avis, travaille de façon souterraine. Hein. Mais cette question va continuer à travailler parce que la dette reste la forme d'organisation. L'économie de la dette, hein? L'économie du crédit reste la forme d'organisation du capitalisme contemporain, financier. Hein? Le seul secteur qui tire dans l'économie mondiale véritablement, c'est la finance et l'art contemporain. Voilà, elles sont, les compagnies pharmaceutiques aussi. Les compagnies pharmaceutiques. Oui. Donc là, le problème reste. Hein. Il faudra effectivement se les poser. Il y a beaucoup de résistance parce qu'on n'est pas habitué. Parce que le mouvement ouvrier, ce que les mouvements ouvriers, il est très coincé dans cette forme syndicale d'expression. Hein. Mais par exemple, quand on voit que même une situation comme celle des intermittents du spectacle, hein, elle passe elle est obligée de s'endetter, le système qui va financer le chômage, obligé d'emprunter sur les marchés, hein, ça signifie beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que ça ouvre sur tout un système qui si ça continue dans ce sens-là, ça va reconfigurer complètement le chômage, ça va reconfigurer complètement la façon d'être des indemnisations chômage. Donc c'est une chose qu'il faudrait absolument aborder. Donc, en un sens, ce serait à partir de différentes expériences périphériques à la relation de crédit qu'on pourrait éventuellement la problématiser politiquement, l'éducation, le chômage. Non, mais la Grèce, c'est pas périphérique. La Grèce a posé la question centrale. Oui, L'Espagne aussi. Hein, l'Espagne, jusqu'à pas longtemps, l'Espagne a posé cette question. Hein, pourquoi il faut être... Parce que fondamentalement, le problème, c'est que les salaires, les retraites, les services sociaux dépendent de l'économie de la dette. C'est très simple. Hein. Vous avez, on l'a vu fonctionner facilement en Espagne et en Grèce. C'est-à-dire, qui détermine le niveau du salaire? Qui détermine le niveau des dépenses sociales? Qui détermine le niveau de la distribution du revenu? C'est la finance. Mais directement, hein, Foucault a écrit un truc malheureux en disant que le libéralisme s'est caractérisé parce qu'il s'est posé la question de gouverner le moins possible. Là, on a eu un gouvernement qui a décidé, mais de façon spécifique, n'importe quel type de dépenses. Donc, toutes les dépenses sociales, je répète, salaire, revenus, retraite, welfare, hein, sont délimitées, sont définies par la dette. Et donc là, tôt ou tard, il doit y avoir un crash comme il y a eu en Grèce, quoi.
sinon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Ou ça, ou le Front National. Il n'y a pas beaucoup. Je pense que c'est. Non. On y est là, presque. Ouais. Bon, en fait, j'aurais plein d'autres questions, mais je pense que je suis pas le seul, donc franchement, je passerai la parole à l'audience s'ils ont encore un peu de jus. Pas de questions. Donc, voilà. Des questions. Alors, cette nouvelle piste que tu as délignée de la guerre, c'est un autre livre que tu me disais. D'une certaine manière, il semble que tu retournes à un paradigme classique, moderne, c'est-à-dire les politiques en tant que guerre, en tant que contraste. Mais tu as aussi dit qu'il y a une différence aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une guerre financière. Non? Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose en plus sur ça? Oui. Non, d'abord, je voulais dire tout à l'heure, j'ai entendu que tu disais cette histoire de l'administration, mais c'est passé comme ça, même dans l'entreprise. L'entreprise classique, Marx l'avait déjà dit, cette séparation, c'est la même chose. C'est pas géré uniquement par les capitalistes, elle est gérée par des bureaucrates. Donc, c'est pas Non, ce n'est pas la nouveauté. Le problème, c'est si l'appropriation est le mécanisme à la base de ça. Et donc, si le contraste peut advenir dans l'expropriation, avec l'expropriation, ça c'est le problème. Non, j'ai pas compris. Non, tu dis que ce n'est pas une nouveauté, non? Oui. Bon, oui, je suis d'accord. Mais Il y a une séparation entre propriété et production de capital. Voilà. Entre propriété des titres du capital et la gestion de la production, par exemple. Il y a une séparation entre la propriété des titres du capital et, par exemple, la gestion du welfare de la production. Ça fait partie de l'évolution du capital. Donc, oui, le problème, selon moi, c'est que l'exploitation passe à travers l'appropriation et donc les contrastes, la possibilité d'un contraste de sortie passe à travers l'exploitation ou non. C'est encore ça le mécanisme à la base, selon toi, je sais, oui. non, moi je dis non. C'est un peu plus compliqué. Je crois Non, que ce n'est pas bien sûr, si c'est plus. linéaire, Non, mais évidemment c'est plus compliqué d'ailleurs. Là. la détermination. Non, mais par exemple, je parlais de la guerre. En réalité, la guerre, c'est le point de vue de l'État. Moi, je parle les guerres au pluriel. Donc, il y a plusieurs guerres qui se croisent. Donc, il y a les guerres qui concernent la relation des classes, et la guerre de sexe, la guerre des races. Et c'est ces guerres-là qu'on voit se développer depuis, en réalité, le début du capitalisme, qu'il faut repenser. Si on pense la guerre, ça c'est le modèle classique, c'est le modèle schmittien. C'est la guerre, c'est le point de vue de l'État, au Clausewitz. Il faut sortir de ces modèles-là. Si on sort de ces modèles-là, et effectivement, on arrive à une situation où il n'y a plus de distinction entre civil et militaire. On a une situation actuelle. Si on lit les débats qu'il y a eu, et c'est pour ça que l'histoire de la finance est très intéressante, quand les deux colonels chinois là, insistent sur le fait que la crise financière au sud-est asiatique, c'est une forme de guerre, ils disent une forme de guerre non sanglante, une forme de guerre non sanglante, elle n'est pas moins cruelle qu'une guerre sanglante. Ils ne l'opposent pas. Donc je pense effectivement que, parce que les instruments économiques, comme la dette, sont très puissants. Sont tellement puissants qu'on peut détruire un pays comme la Grèce. On peut les détruire. On peut mettre à genoux un pays comme on a fait avec la Thaïlande. On oblige. C'est qu'autrefois, on obligeait avec l'occupation armée. On peut l'obliger aujourd'hui avec des mécanismes absolument plus soft. Mais les résultats, et ça, à mon avis, les colonels ont raison. Et il faudrait les considérer, cette histoire, justement, étant donné que, parce que
les rapports entre guerre et crédit, on les voit au début du capital. Et Marx dit, l'accumulation primitive, c'est ça, c'est la dépense publique. Hein. La colonisation est financée par la dette publique. Colonisation, ça veut dire envoyer des gens qui font la guerre, qui vont faire la conquête des Amériques avec les crédits. C'est ça que Marx ouvre l'histoire de l'accumulation primitive avec cette... Si on dit que l'accumulation primitive, elle n'est pas cantonnée à une époque, mais c'est continue tout le temps, hein, comme est probable, si on prend en considération l'économie monde, on voit que les deux flux de la guerre et du crédit continuent à agir. Et aujourd'hui, on les voit, à la fin de tout le processus, on les voit se réaliser, par exemple, voilà, en Grèce, en Thaïlande, toutes les opérations financières qu'a fait le Fonds monétaire international ont ce sens-là. Hein. Elles ont réussi à aligner les différents pays sur les politiques néolibérales. Donc, non, c'est pas un modèle classique, il faut repenser un modèle différent, justement, parce que cette implication de la dette, du crédit, et cette puissance qu'elle a, effectivement, de pouvoir modifier, hein, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrefois, parce que l'État, il y avait un État qui était... Parce que le capital, autrefois, c'était un capital qui était enfermé dans l'État-nation. La mondialisation a enlevé cette limite, hein, et là, on peut effectivement le faire. Autrefois, l'État-nation n'aurait pas accepté que les pays se fassent démolir par une spéculation financière. Aujourd'hui, voilà. Et donc, elle est devenue une arme redoutable, cette histoire de la dette, je trouve. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, oui. Oui, j'avais une question justement sur l'État. Quand vous dites que l'État il n'est pas aussi important ou que lui-même il s'est fait manger par les capitales financières, etc. Mais est-ce que si on regarde la situation actuelle, on fait une comparaison entre la situation politique en Italie, en Grèce, en France, est-ce que ces différences, elles ne peuvent pas être liées justement à l'État, à l'histoire de l'État et comment l'État il gère sa présence dans les capitales financières? Est-ce que c'était, en gros, en tout cas c'était l'État grec qui a accepté trop de crédits avec de la corruption, etc. En Italie c'était la même chose, mais il y a eu une autre façon de gérer la dette. La France c'est encore un autre exemple. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de l'État et de sa fonction? Non, mais je n'ai pas dit qu'il faut se passer de l'État, moi je dis qu'effectivement il y a des traditions différentes. Hein. Si on suit l'histoire du développement du capitalisme, effectivement, l'État français, chaque capitalisme a géré de façon différente le développement du capital. Hein. Ça se fait de façon différente. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes les politiques, quand même, hein, les mêmes politiques traversent tous les États. Donc il y a un problème quelque part. Hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Sont pas très différentes. Ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en France, ça dépend de la puissance de l'économie, mais c'est exactement la même politique. Hein. Aussi en France, le niveau du salaire, le niveau de l'emploi, le niveau de la retraite est déterminé par les politiques financières au niveau mondial. Il n'y a pas rien à faire. L'État n'arrive pas à trouver n'arrive pas à s'opposer à cette. Ça dépend du niveau de richesse, évidemment. Les salaires français, plus élevés les salaires grecs, la retraite elle est plus importante, mais ça va toujours dans le même sens. Donc là, il y a effectivement, les États sont traversés par ces politiques financières. Ce sont les politiques financières qui décident à la fin. Hein. L'État, parce qu'il y a dedans aussi, dans l'État, il y a une partie de la bureaucratie étatique qui est absolument d'accord. Hein, dans le welfare. Donc c'est transversal. Les élites sont impliquées dans ces processus, ne sont pas extérieurs au processus financier. Les entrepreneurs, les grands investisseurs font absolument partie. Il ne faut pas passer la structure financière comme quelque chose d'externe. Hein. Elle traverse, il y a une partie importante du personnel politique, du personnel administratif, des entrepreneurs qui sont absolument d'accord avec ces projets. Même ils l'ont construit. Donc ça passe. C'est à l'intérieur de l'État. Seulement que l'État n'a plus... Il a changé complètement des fonctions. Non, je pense.
il a changé complètement des fonctions, c'est devenu un exécutif des politiques financières. Ils ne rendent pas plus compte au peuple français, au peuple, ils rendent compte fondamentalement au système financier, je pense. Peut-être que j'exagère un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je voudrais terminer en vous soumettant une question qui a fait débat un peu toute la journée ici et qui se retrouve en fait au cœur de la problématique de notre colloque. Il s'agit de la question de savoir s'il est opportun, à votre avis, s'il est légitime et bien fondé de penser l'obligation sociale au sens large en termes de dette, qu'il s'agisse de la dette intergénérationnelle, de la dette sociale qui viendrait légitimer par exemple la redistribution par le biais de l'impôt, ou de la dette écologique, hein, comme en parlait l'une des participantes. Et je remarquais d'ailleurs que vers la fin de votre livre, vous usez vous-même de cette expression-là. Le néolibéralisme a encore alourdi la dette que nous avons contractée à l'égard de la planète et de nous-mêmes en tant que vivants. Sachant que la dette a ce côté polysémique qui sert notamment à exprimer des rapports quantitatifs susceptibles d'être des rapports de domination. Est-ce qu'il vous paraît vraiment pertinent d'user du terme de dette pour penser l'obligation sociale? Non, je sais pas. Mais je pense que moi, je suis toujours dette, pas un discours à capital. Hein? C'est-à-dire qu'on comprend. Dans la situation actuelle, la dette, c'est la dette capitaliste, c'est la dette du capital. C'est complètement différent de la dette dont vous avez parlé dans les sociétés pré-capitalistes, par exemple. Hein? C'est pas la même que dette. Absolument pas. Je pense pas qu'elle soit la même dette. Hein? C'est une dette différente, justement, parce que elle est prise, cette dette, dans la logique de la monnaie, comme capital. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la même dette. Les caractéristiques de la dette en tant que relation symétrique, asymétrique, en tant que, voilà, sont prises dans l'économie capitaliste, et donc je sais pas si on puisse. L'obligation sociale, il y a différents types d'obligations. Hein. Là aussi, là, par contre, là, il faudrait suivre un peu Foucault. C'est pas que une relation, elle va pas remplacer les autres. Hein. La relation de créancier-débiteur, elle va pas remplacer la relation capital-travail, la relation disciplinaire, la relation sécuritaire. Elle s'ajoute, elle va les reconfigurer, mais elle reste là. C'est pas qu'elle devient, c'est seulement la relation créancier-débiteur. Hein. Et donc les obligations aussi sont multiples. Hein. Donc ça, la forme la plus abstraite de l'obligation, la forme la plus abstraite elle est représentée par la dette, mais elles sont là les autres relations. Hein, la relation des services publics, elle ne va pas disparaître. Hein. La relation capital-travail ne va pas disparaître, elle va être reconfigurée par l'irruption de la dette comme forme hégémonique de la relation sociale. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un piège à ce moment-là à user du même vocabulaire, du vocabulaire de la dette en l'occurrence, pour penser ces autres relations et le type d'obligations qui vont avec? Il faut définir la dette. Moi, je définis la dette comme l'élément stratégique qui va réorganiser les différentes. D'ailleurs, autrement, cette multiplicité, malheureusement, qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est parce qu'effectivement, il y a différents types de rapports qui continuent à exister. C'est pas parce qu'il y a la dette, mais la dette, elle va. Donc, la relation capital-travail, la relation des services, la relation de travail reproductif ne vont pas disparaître. Les relations de sexe, les relations des races, elles sont toutes là. Hein. Mais, disons comme ça, la gestion de cette multiplicité, elle est faite, du point de vue politique, à travers les politiques de la dette. Donc, il ne faut pas aplatir tout sur la dette. Ça, à mon avis, ça, ni du point de vue théorique, ni du point de vue politique. Oui. Ouais, éventuellement, je suis désolé, je ne peux pas assister au reste du colloque parce que j'ai des cours, mais même question. Je suis un petit peu choqué, on va dire, par le fait que tu insistes sur la dette pour la question de l'état social. Alors je rejoindrai la dernière remarque. Donc c'est peut-être, à mon sens, peut-être plus l'inverse qui est en cause, c'est-à-dire une relation de crédit qui se pose dans le welfare state, notamment à travers les systèmes de retraite. C'est-à-dire que
quand tu dis que l'assurance chômage donne lieu à une dette, ok, mais c'est sur un déficit qui est limité, ça donne lieu à des notes par les agences de notation, etc. C'est ok, mais c'est des choses qui sont très limitées, c'est-à-dire que par exemple, tu prends le trou de la Sécu, c'est de l'ordre de 7 milliards d'euros sur 700 milliards de dépenses, c'est des déficits qui n'ont rien à voir avec, par exemple, le déficit de l'État. Donc en réalité, on est sur des montants qui sont relativement faibles. En revanche, ce qui se joue aujourd'hui dans la transformation de la protection sociale, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire l'idée qu'on crée des comptes, et des comptes notionnels, notamment à travers l'exemple suédois, c'est-à-dire l'exemple où on dit aux gens, toute votre vie, vous allez acheter à travers des points de retraite, vous allez acheter des points, vous allez revendre, donc en fait vous êtes créditeur, vous constituez un crédit, d'accord, vous êtes créditeur, et à la fin de votre vie, au moment de la liquidation de la retraite, vous allez avoir un certain nombre de droits, et on va diviser par votre espérance de vie, et vous aurez votre pension, etc. Et donc du coup, c'est quand même, structurellement, c'est l'inverse qui se construit, c'est-à-dire on construit non pas tellement un individu endetté qu'un individu créditeur. Oui, mais la dette et le crédit, c'est la même chose. Du point de vue que tu le regardes. Oui, mais là, en l'occurrence, on parle de l'individu protégé, de l'individu de ce que tu appelles le welfare, etc. Là, on voit bien que c'est quand même dans le jeu inverse que le danger du néolibéralisme apparaît. Oui, c'est dans l'idée que j'ai droit parce que j'ai cotisé tant, oui, et que on mais fait passer cet investissement qui, en réalité, est la répartition, comme de la capitalisation. C'est-à-dire comme si j'avais comme si j'avais capitalisé, comme si j'avais acheté des actions dans mais c'est le même processus, c'est-à-dire substituer les services sociaux, par exemple, à travers des crédits. Ça, c'est passé aux États-Unis, justement. Au lieu d'avoir droit à l'enseignement, tu dois avoir des crédits, mais il faut s'endetter, et pour avoir la maison, il faut s'endetter. C'est ça, c'est le remplacement des services sociaux par ces mécanismes de crédit-dette. Hein. C'est la même chose, ça dépend de côté tu le regardes. Mais fondamentalement, ce qui est en place, c'est effectivement cette substitution des services qui autrefois étaient en droit, disons ça, nous au moins on considère des droits, droit au logement, droit à l'enseignement et tout ça, à un processus individuel d'ouverture des crédits. Mais même à l'université, maintenant on parle de crédit, je ne sais pas si c'est ici en France ou en Italie. Oui. En Italie on parle de crédit, et donc là, il va y avoir des notes de crédit. Donc le langage du crédit a envahi pratiquement chaque aspect de chaque vie. Et donc il faut avoir combien de crédits, c'est pas pour pouvoir passer l'examen ou la formation, c'est ça. Non, mais effectivement, le problème c'est que il est créditeur, effectivement, le type dit, effectivement, tu as investi, au lieu d'avoir la retraite, il va investir dans un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, après qu'il va investir en bourse, ça dépend de quel côté tu le regardes. Et l'homme endetté, tu peux dire, effectivement, il va être l'homme créditeur. J'ai accumulé tant de crédits. Bon, ça dépend. Tu peux le regarder comme ça aussi. Toi, tu penses que c'est radicalement différent? Moi, c'est un peu radicalement différent parce que ça construit la dette sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les individus, et c'est comptable, c'est-à-dire que les individus, moi j'ai cotisé tant toute ma vie, machin, ça veut dire que la collectivité me doit tant. Oui. Et elle me le doit alors que cet argent n'est pas placé, en fait. Il n'est pas vraiment placé, c'est de la répartition. Donc on fait semblant d'avoir de l'épargne, alors qu'il n'y a pas d'épargne, parce qu'on a dépensé immédiatement l'argent dans les pensions des Suédois du moment T. Mais je construis le fait que la Suède me doit, en tant que travailleur suédois, petit à petit, un certain montant. Et après, en agrégeant ça, en agrégeant toutes les dettes individuelles, on a une dette qui devient une dette publique, une dette sociale, et que les comptables nationaux sont d'une certaine manière tentés de comptabiliser dans la dette publique, et donc dans les règles maastrichtiennes, etc. Donc on construit cette figure qui était un peu abstraite de la dette sociale, qui était une histoire de philosophes solidaristes du XIXe siècle, et là on le construit comme une réalité comptable réelle, en disant voilà combien la Suède doit aux travailleurs suédois.
Et donc on est un peu, enfin il me semble qu'on est dans une relation qui évidemment à avoir, mais qui est un petit peu inverse, puisque en l'occurrence le travailleur, lui, il est créditeur, et il va chercher sa dette, et que la dette elle devient publique, etc. Oui, mais moi je l'ai mis, mais évidemment, on peut le dire comme ça, moi je l'ai mis seulement de questions politiques, c'est-à-dire qu'à un certain moment, hein, avec la crise de 2008, hein, tout le monde s'est découvert d'être débiteur. C'est ça le problème. Hein. Après tu peux le voir comme ça, mais effectivement, à partir de 2008, tout le monde s'est découvert que l'État était endetté, et en réalité, c'était nous qui on était endettés. Et c'est ça la grande crise qui s'est ouverte. Hein. Et donc, c'est réintroduire dans ce discours que le néolibéralisme fait depuis le début des années 80, hein, l'effet effectivement, parce que c'est l'entrepreneur de soi. L'entrepreneur de soi, qu'est-ce qu'il fait? Il investit sur la formation, la retraite, voilà, il investit. Hein. Voilà. Malheureusement, il y a un moment où ce mécanisme s'écroule et l'investisseur, le créditeur, se transforme en débiteur. C'est ce qui s'est passé, je pense. Hein. Peut-être pas directement lui, mais la nation où il vit, elle est endettée. Et lui, il est obligé de suivre. Donc là, effectivement, là, on voit que je viens au début, salaire, revenus, welfare, services sociaux vont être définis par l'endettement. Donc voilà, on arrive toujours là, je pense. Hein. On n'en sort pas de la dette. Quand? On n'en sort pas de la dette. Hein. Ah, non. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à tout le monde et merci en particulier à